forum politique, un acteur de la vie politique pour éclairer le public avec Wilfried Akwasu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes bel et bien sûr l'émission Le Forum Politique et nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. C'est une émission spéciale. Elle se définit comme le gouvernement du peuple par le peuple. La démocratie est un système de gouvernance qui nous vient de l'Occident. Dans la plupart des pays africains, elle est devenue, depuis les années 1990, l'idéologie dominante. Une idéologie par rapport à laquelle chaque État est jugé. Une idéologie dont les principes sont difficilement contestables. Ceux des pays qui osent critiquer ce modèle ou qui empruntent d'autres voies sont mal vus ou perçus comme étant antidémocratiques. Désormais, tout se passe comme si, au nom de la démocratie, on conditionne les esprits à réfléchir, à penser dans la même direction. C'est la culture de la pensée unique qui tend à se généraliser au point que les débats d'idées, les contradictions ou les expériences nouvelles n'ont plus droit de citer. Le respect de la différence ou de la diversité semble désormais foutre le camp au profit d'un paradigme. Pourtant, la période contemporaine nous offre des exemples de réussite économique obtenus sous des régimes qualifiés d'antidémocratiques. C'est ce qui se passe par exemple en Asie du Sud-Est, notamment en Chine, où le développement a été bâti sur un système autoritaire mais fondant sur des réalités. Un système jugé antidémocratique. Pourquoi de nos jours le monde entier tend-il vers un paradigme? Pourquoi veut-on obliger à penser, à voir les choses de la même manière? Comment promouvoir un monde où le droit à la différence et la tolérance sont respectés? Je reçois dans cette émission, le Forum Politique, Dr Peter Baoufou, auteur de plus de 170 ouvrages. L'émission est spéciale puisque Dr Peter Baoufou va s'exprimer en anglais. Une traduction sera faite par Yena Boya qui est avec moi dans ce studio. Bonsoir Yena Boya. Bonsoir Wilfried Akwasu. Merci d'être avec nous dans cette émission Le Forum Politique. L'invité ce soir est Dr Peter Baoufou, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages. Alors, on voudrait d'abord lui dire bonsoir. Bonsoir Peter Baoufou. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Voilà. Vous l'avez écouté. Auditrice, auditeur de KPFM, vous êtes donc sur les 99.6 au micro et en direct Wilfried Akwasu. À la technique, Jérôme Avossetien. Chabel Zinsou est avec nous avec la caméra, bien entendu, pour les images et le son. Alors, docteur Peter Baoufou, auteur de plusieurs ouvrages, plus d'une centaine d'ouvrages. Tout d'abord, Peter, voilà. Tout d'abord, il serait important, chers amis auditeurs, d'avoir une idée de la biographie de notre invité avec Yena Boya. Qui est Peter Baoufou, en un mot? Merci Wilfried Akwasu. Peter Baoufou est auteur de 137 nouvelles théories publiées dans des revues spécialisées, ainsi que d'articles multiples qui apportent une vision différente visant à remettre en cause des idées arrêtées dans des domaines aussi multiples que les sciences politiques et sociales, l'humanité, la culture, l'esprit et j'en passe. Ces livres sont référencés dans des librairies de prestigieuses universités à travers le monde, y compris à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d'Amérique à Washington, D.C. Peter Baoufou, américain, est titulaire de 2 masters en sciences politiques de Northwestern University en Illinois à Chicago et un master en philosophie de Johns Hopkins University. Il a obtenu son
PhD, donc son doctorat, en 1996 en sciences politiques au prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT. Peter Baofu a été interviewé dans des médias de par le monde sur ses nombreuses théories sur le futur de l'humanité. Le docteur Peter Baofu a parcouru plus de 111 pays à travers le monde. Merci Yena Boya pour cette brève biographie de notre invité Peter Baofu. Alors, la première question qui s'adresse à notre invité, c'est vrai que je vais poser les questions en français pour permettre à nos auditeurs de nous suivre. Et Yena Boya, vous allez nous traduire à Peter Baofu ces questions en anglais. Alors, première question, docteur Peter Baofu, vous qui êtes américain, vous qui êtes un politologue, pourquoi de plus en plus la tendance c'est de conditionner les gens à penser de la même manière, à parler de la même façon? Dr. Baofu, you're a thinker, you're a visionary. Why do you think there's a trend towards a single paradigm in every aspect of the world? Yes and no in a certain way. Let me answer the first question first. If you look into human history from the beginning to now, at each age, there's always some thinking, some mindset, which is quite pervasive in the community or in the society. So in a way, that's quite obvious that there's a tendency for every member of a society and culture to think in a certain way. So the answer is yes, we are no exception to that. However, on the other hand, the answer is no, because for each culture and society, the mindset, the paradigm or the ideology, no matter what you have, is not universal. You can talk about from the beginning of history to now. In every age that you go into, there's always some people, they believe in a different way. They have counter trends, counter ideologies, counter cultures or subcultures, and counter social movements. And they do that in a different way. So to answer your question, yes, in our age, sure, in every domain that you go into, whether you talk about society, culture, nature, and the human mind, you will see some tendency for people to converge somehow in certain mindsets and certain way of thinking. For example, democracy, capitalism, those are two good examples. But on the other hand, they also disagree on these very issues. So the answer is no on that. So I think there's also an exaggeration to that. We can talk about Africa, Asia, the US, Western Europe, Eastern Europe, Latin America. In all of them, you will see people fighting for different versions of what we understand nowadays as democracy and capitalism and all that. Alors, je vais essayer de résumer Oui. rapidement parce que c'est vrai que c'est extrêmement intellectuel. Le docteur Baofu a répondu à votre question, à savoir que est-ce que il y a une propension à développer un seul paradigme dans la manière de conduire le monde? Il a répondu par oui et non. Oui, dans le sens où, d'un point de vue historique, chaque culture et société, dans chaque culture et société, il y a toujours eu des couches de la population qui ont une manière de voir les choses différemment de la route tracée par, disons, le plus grand monde. Donc, il y a toujours eu cette propension à avoir des couches sociales, des groupuscules qui pensent différemment. Et donc, ces gens ont des idées différentes et il faut pouvoir leur donner, disons, des espaces pour pouvoir penser ainsi. Quand il a abordé, par exemple, l'exemple de la démocratie et du capitalisme, où c'est des normes sociétales qui changent selon les peuples. Donc, c'est oui et c'est non par rapport à cette réponse-là.
Alors, docteur Peter Baofu, justement, par rapport à ce paradigme-là, comment les gens qui font l'apologie de la pensée unique, si vous le permettez, comment procèdent-ils? Okay, Dr. Peter Baofu, how do people who want everybody to think the same way, how do they proceed? How do they proceed into making everybody think the same way? There are a lot of different ways that that society and culture, for example, can force you, can make you to think in a certain way. For example, you go to church each Sunday. There is a good example. You will be indoctrinated to think according to what the church would like you to think. If you go to school, for example, then there's also a good place for you to become a culture into the society. What they teach you will be what you learn, and over time you will come and believe whatever your teachers or professors taught you. So there are many different ways. In your job, there's also another way. Your boss, your employer, will tell you what to do, and over time you learn how to behave in your job. If you don't, you may get fired. And if you are lucky, by the way, you have some connection, you may not get fired, but you know what? You still end up doing in a certain way which can make you successful in that environment, even if that environment is very corrupt. So whichever way that you go, there are a lot of different ways for society and culture to make you think in that way. But again, in each of these domains, there are always some people, they do not accept it. They challenge it, and they will fight with you. That's why we have so many problems in society and culture around the world. Alors, le docteur Baofu dit que il y a plusieurs manières d'obliger les êtres humains, l'homme, à penser de la même manière. Et ça peut commencer très tôt. Ça peut commencer par différents actes. Quand on prend l'école. À l'école déjà. Aller à l'école déjà. Quand on va à l'école, la manière dont on nous instruit, la manière dont on nous éduque à l'école, c'est une manière de pouvoir, disons, conditionner l'esprit du jeune apprenant à penser d'une manière, à agir d'une manière, à interagir d'une manière. Quand on prend l'église ou, disons, tout ce qui rentre dans le domaine religieux, aller à l'église, aller à la mosquée, aller dans un temple, quand on le fait régulièrement, la philosophie religieuse qui est inculquée à travers chaque religion devient celle que vous épousez, celle avec laquelle vous allez croire. Quand on prend le monde professionnel au niveau du travail par exemple, l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer, la culture de cette entreprise, la manière de faire de cette entreprise, les lois de cette entreprise vont vous obliger à agir dans le sens de cette entreprise. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre emploi. Donc, qu'il dit... C'est pratiquement la loi de la soumission. Is it the law of submission? Well, in a way it is, but on the other hand, some people may like the job. You may like your church. There are some people, by the way, that's true in every mode of life. There are some people, even if that submission, they love it. They love the submission, but some other people, they don't. They will fight you to the very end, but they're different about human personalities and characters. Alors ça peut l'être dans les deux sens, parce qu'il y a des gens qui aiment la soumission, le sachant ou ne le sachant pas. Mais il y a des gens qui sont récalcitrants et qui vont se battre en tant que révolutionnaires au niveau de la pensée, qui vont se battre contre ces dogmes qui sont assis. Donc pour révéler leur personnalité, leur identité, c'est ça, hein? Malgré tout. Are those people you're talking about as far as those people who are reactionaries, do they want to reveal their personality, their independence? It doesn't matter if they want to reveal or not, but their actions, their thinking, and their beliefs and the behaviors will tell you over time what the person is. So it doesn't matter what the intention, you can read it over time.
C'est pas important s'ils veulent révéler, n'est-ce pas, cette propension à être indépendant ou révolutionnaire, mais les actions qu'ils vont mener, les actes qu'ils vont poser vont nous permettre de déterminer que ces gens-là sont dans une certaine catégorie. Docteur Peter Baofou, vous êtes sur l'émission Le Forum Politique, émission spéciale, pour parler du paradigme, de la tendance à aller vers la pensée unique. Et quels sont les dangers liés à la pensée unique, au fait qu'il faut avoir un paradigme dans tout ce qu'on fait? Dr. Baofou, what are possible threats associated with having a single paradigm? A single paradigm, just like everything in life, there are some good things about them, but there are also some bad things about them. The good thing about them, for example, is that if you have a common paradigm, you can have a peaceful way of life. You accept what it is. That is the reality. You do not question that. You do not challenge that. So you live according to the paradigm. You do not question everything. Your mind is at peace with yourself. You don't question. You just believe it. Okay? So there's some benefit. You may have less stress psychologically because of that too. But on the other hand, there's also something bad about it. You will pay for it because that can be self-destructive psychologically. You do not grow over time. See, one of the things about life is that as an individual grows over time, your mindset is also become more and more developed. But if you stay in that way for a long time with whatever ideology, belief that you have, then you are not learning anything new. You do not question, you do not challenge, your mind becomes frozen. You see that? That's a negative over here. So everything has a negative and positive. And a single paradigm is no exception. Alors, comme toute chose dans la vie, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Au niveau de l'aspect positif, c'est que quand tout le monde pense de la même manière, la vie est apaisée. Il y a une certaine sérénité et l'homme ne remet plus en cause toutes les doctrines qu'on lui a inculquées. Il croit tout simplement. Il croit tout simplement ce qu'on lui a dit. Il exhibe moins de stress psychologique. Et donc, cette manière d'avoir une pensée unique permet d'avoir une société qui est relativement en paix avec elle-même et diminue, disons, les risques de perturbation. Mais le risque, qu'il disait de l'autre côté, la mauvaise chose, c'est d'avoir un être humain dont l'esprit, dont l'intellect ne se développe pas, ne mûrit pas, parce qu'il ne remet pas en cause ce qui est dit. Il ne stimule pas son esprit et son intellect, et c'est ça qui est l'aspect négatif d'avoir un paradigme unique. Donc, having a single paradigm is not a good thing then? No, I'm not saying that. In fact, whether a paradigm is conservative, you may accept more or less the existing status quo, which is very important to you because you are a conservative. But you don't think of that as necessarily bad. But on the other hand, if you are a radical, you may come to question and challenge that paradigm. You may become an extremist, a revolutionary. So for you, that's bad. So in a way, that's also relative to your own ideology, relative to who you are. But the same logic, there are some people, they think that it's good in some way, bad in some other ways. So it is relative to whom you are talking to, and who is talking over here too. Alors c'est vraiment relatif par rapport, disons, au type de personne à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez par exemple à quelqu'un de nature conservateur, il ne va pas remettre en cause l'existant. D'accord? Il ne va pas le remettre en cause, mais
il ne va pas forcément penser qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais, parce que c'est sa nature. Mais de l'autre côté, quand vous prenez quelqu'un qui remet en cause un réformiste, un radical, lui, il va vouloir bousculer ces normes-là, sans non plus penser de manière relative que sa position est mauvaise. Alors, docteur Peter Baofou sur KPFM, sur l'émission Le Forum Politique, nous sommes en train de parler des dangers liés à la pensée unique, chers amis auditrices, vous qui nous écoutez sur cette radio. Alors, la démocratie est un système politique, on l'a dit en Occident. La démocratie est-elle aujourd'hui le seul modèle qui conduit au développement? This kind of question is also well taken because nowadays you have more and more people who believe in democracy, and that is becoming the common paradigm. So I do agree with, to a certain extent, that there is a paradigm going on in this question about democracy. But as I said in my book, the future of capitalism and democracy, and also beyond democracy to post-democracy, democracy as we understand it will not last. And it will be replaced by what I call post-democracy, which is a new political system in the future, a paradigm also, by the way. However, that paradigm of post-democracy is multiple in the sense that there are different versions which will compete with each other. In a way, that's also true about democracy. You have Western model like the American liberal democracy versus, let's say, the Chinese socialist democracy that's also democratic, but in a different version of democratic system. So it depends again on who you are, and that's why when you talk about that is a Western born, sometimes I think that is like this is the story that you hear a lot in the West, if you are educated in the West. So that is a Western bias to talk about that. And if you have lived or understand different culture and society, you can see that a lot of democratic developments have been developed in the non-West. So your question is a bit too biased from the standpoint of being educated in the West or listening too much to Western mass media, I think. So that is important to be balanced in that way of thinking and understand its future. I'm just translating. I'm not the one who's asking the questions. Just to. I'm not questioning your translation. I'm Right. questioning the question. Alors, rapidement, ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai que la démocratie, il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui croient en la démocratie et de manière factuelle, c'est devenu le système qui est le plus visible. D'accord? Et ce que lui dit, c'est que la démocratie ne va pas s'éterniser. Dans son livre, il a publié un livre qui s'appelle « Le futur du capitalisme et de la démocratie ». Dans ce livre, il avance 7 théories. Et l'une des théories qu'il avance, c'est que la démocratie, comme on la connaît aujourd'hui, ne va pas s'éterniser. Ce système politique qu'on connaît va évoluer et va évoluer dans un nouveau système, dans un nouveau paradigme que lui, il appelle un système post-démocratique. Et ce système post-démocratique aura plusieurs versions. Il n'y aura pas une seule version unique, une seule forme unique. Il y aura plusieurs versions qui seront peut-être des combinaisons de systèmes socio-démocratiques comme en Chine, ou de systèmes socio-libéraux comme dans les démocraties occidentales aux États-Unis et dans ces pays. Au niveau de la question, il pense que la démocratie, on attribue énormément ce système à l'Ouest, mais plusieurs pays qui ne sont pas des pays occidentaux, qui ne sont pas des pays qui proviennent de l'hémisphère nord, ont innové, ont créé des choses qui
font partie des systèmes démocratiques aujourd'hui et qui ont été copiés dans les pays occidentaux. Alors restons dans ce sillage. Quand on prend des pays, j'ai cité dans mon introduction des pays de l'Asie du Sud-Est, j'ai parlé de la Chine, ok. Là-bas, c'est pas forcément la démocratie qui est héritée de l'Occident, mais c'est une forme de gouvernance que d'aucuns jugent antidémocratique. Et pourtant, ce pays est un modèle de réussite. Comment en est-on arrivé là? When you take South Eastern Asian countries, especially China, in Western societies, in Africa, the system of governance is considered anti-democratic. However, we can see that the Chinese political system has allowed China to succeed, to develop. How did they do it? I think that it's very important at the beginning to understand that the kind of questioning that we have been talking about is very Western-centric. I'm not attacking you personally, I'm just talking about the questioning. Because this is kind of question that people in Western mass media, they talk like that to glorify Western way of governance. But as I said in my publications, that is extremely damaging to international political system because that kind of thinking is to demonize non-Western contribution to political system. A good example over here is about China that you just mentioned. I have written another book and I talk about the rise of authoritarian liberal democracy. That American, let's say Western liberal democracy is not quite democratic as you may think. In fact, they are quite dictatorial and authoritarian. On the other hand, authoritarian and so-called dictatorial system in some other countries is much more democratic. In other words, I overthrow the standard wisdom, the standard political correctness of talking about democracy versus authoritarianism. And I said, for example, that let's say in the US, the American liberal democracy in many ways is very authoritarian, it's very dictatorial, contrary to what you believe in. On the other hand, authoritarian political system in some way they are quite democratic. So the question is not either or. Liberal democracy versus authoritarian system, I said that they are together in each of the political system, except that they maneuver with each other in different ways. The Chinese political system is no different than the American political system in that sense of the combination, but they behave in a different emphasis, different degree of focus on different political factors. Alors, c'est important de noter que cette manière, enfin, la méthodologie de questionnement remet en cause les systèmes occidentaux. C'est-à-dire, cette ligne de questionnement est un peu anti-occidentale. Et le docteur Peter Baofu dit que les démocraties ne sont pas si démocratiques qu'on le pense. Les démocraties ne sont pas si démocratiques qu'on le pense. A liberal democracy, Les démocraties libérales. which means Western way of political system. Donc les démocraties libérales, c'est vraiment les systèmes occidentaux classiques. D'accord? Donc les démocraties libérales ne sont pas si libérales qu'on le pense. Dans son livre qu'il a publié, The rise of authoritarian liberal democracy. donc qui est la montée de Authoritarian. de l'autoritarisme. L'autoritarisme. De l'autoritarisme. Donc No. Ah, ok. Liberal democratic authoritarian. C'est-à-dire
tu dis que libéral-démocratique et démocratique, la Chine est autoritarienne, je dis que libéral-démocratique est aussi autoritarienne, Ok. mais d'une façon très différente que... Non, l'autoritarisme. Ouais. L'autoritarisme. Et en contraire, le système politique en Chine est en quelque façon plus démocratique que le système en États-Unis ou la France, c'est comme ça. C'est pas un contre l'autre. Il y a des combinations dans chacun des systèmes politiques. Tu comprends? Tu dis que un système démocratique occidental est démocratique, la Chine n'est pas démocratique. Je dis que les systèmes occidentaux sont autoritariens aussi. Mais qu'est-ce qui a Ce fait qu'il dit, c'est que les systèmes occidentaux Oui. qui sont libéraux de par essence sont en fait autoritaires et pour être même plus autoritaires que certains pays qu'on pense être des régimes dictatoriaux. Ok. Et Alors, le système autoritarial est plus démocratique en quelque façon que le système so-called démocratique. Et donc les systèmes dictatoriaux dans certains aspects sont plus démocratiques que les systèmes démocratiques classiques. donc c'est une sorte de dictature de développement dans ces pays-là, si on peut s'exprimer en ces termes. Dictature de développement. Puisque on parle de, vous avez parlé de l'autocratie. Basically, what he's asking is, it's a way of authoritarianism in those countries, in Western countries, is a way of imposing authority so that those countries can develop. I don't put it that way because it does not quite understand the sophistication of my thinking. I'm not talking about this. I'm trying to overthrow the conventional wisdom saying that liberal democracy in the West is democratic and the political system in the East or in Africa is authoritarian, and therefore this one, the Western one, is good. The Eastern, the African one, the non-Western one is bad because they're authoritarian and dictatorial. I am saying that the Western way of thinking, the political system, is also authoritarian in some other ways. And the so-called authoritarian system in the East is democratic in some other way. So neither of them is democratic nor authoritarian, but all of them are authoritarian and democratic at the same time, but in different ways, in different degrees, in different circles. Alors, ce qu'il dit, c'est que en réalité, il n'y a aucun système qui soit parfait. Aucun système n'est entièrement démocratique et aucun système n'est entièrement autoritaire. Ok. Est-ce qu'on peut l'adapter? Est-ce qu'on peut adapter le système qu'on a peut-être hérité? Est-ce qu'on peut l'adapter à ses réalités propres? The political system which was inherited somehow, can we adapt that political system to our culture, to our own realities? Every time when you adopt something from one political system in one culture to another culture and another society, remember, you can learn from them in some ways, but in the end, you cannot be like them. Let me give you an analogy. If you're a man, you want to learn something from a woman, fine, but remember, she's a woman. You can learn something from her, but at the end of the day, you are a man. You cannot behave like her. But the same logic, if you are a woman, you want to learn something from a man, fine. But remember, he's a man, and he's not a woman. At the end of the day, you have to learn how to behave a woman yourself, but you can learn something from the man. But the same logic, a Western political system can learn something from the East or from something from Africa, for sure. But at the end of the day, you are not African, you are not Chinese. You are Western, and therefore you have to have the political system that you have. Conversely, in China or in Africa, they have their own political system, but they can learn something from the West. No problem about that. Copy that. But at the end of the day, you still have to come with something which is important in your own context. And you cannot borrow from them too much. Look at Afghanistan, it's a good example.
the U.S. tried to make Afghanistan into a liberal democracy. After 20 years of occupying Afghanistan and spending so much money, the U.S. got out. The Taliban get back in power. You see that? You can go in and bomb the hell out of other people and destroy them, make them need to believe in whatever you want to believe, talk like what you want them to talk like, but at the end of the day, they don't behave like you. Once you leave, they go back to where they were before. Have you changed the Taliban, by the way, after 20 years of doing all of this? That's a good example. You can learn, but you cannot impose like that. Je vais résumer rapidement parce que là le temps très simple. Alors, pour résumer rapidement sa pensée, c'est possible d'adopter ce qui vient d'ailleurs. On peut apprendre quelque chose par rapport à des systèmes qui sont importés, mais c'est important de les adapter par rapport au contexte qui sont les vôtres. Il a donné l'exemple d'une femme et d'un homme où un homme peut apprendre de la manière dont une femme réfléchit, agit, mais il ne peut pas réfléchir plutôt, mais un homme ne peut pas agir comme une femme parce qu'il n'est pas prédestiné naturellement à agir comme une femme. Il peut apprendre, mais il ne peut pas agir comme elle. Donc dans le même système, les systèmes politiques peuvent copier, s'inspirer, apprendre, mais dans s'adapter. Il a donné l'exemple, pour finir, de l'Afghanistan, où ce pays a été pendant 20 ans en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis ont voulu imposer un système politique, une manière de faire les choses, mais malgré ça, au bout du compte, ils sont partis, les talibans sont revenus, et disons que ce pays attendait le départ des Américains pour recommencer exactement à vivre comme ils vivaient il y a 20 ans. Alors, monsieur Peter Baofo, vous qui êtes sur KPFM, alors l'homosexualité n'était pas une pratique admise en Afrique. Ok, ce sont des pratiques, c'est une pratique que beaucoup observent du côté de l'Occident, si vous le permettez. Mais de nos jours, on demande à nos Africains, aux Africains, d'admettre cette pratique, de se montrer tolérants vis-à-vis des personnes qui s'adonnent à cette pratique. Pourquoi? Alors, Dr. Peter Baofu, homosexuality in Africa was not tolerated. It has been imported. It has been imported from Western cultures. Western cultures are asking African countries to tolerate homosexuality by imposing that by imposing into African countries tolerating homosexuality. Are African countries rejecting their own values? As a start, I do not take side with either one, those who are straight and those who are homosexual. But what I want to say is that in the case of Africa, it has something to do with Western colonialism and Western post-colonialism in Africa. So the West has get used to lecture and preach their values on the rest of the world, in this case in Africa. And because Africa is poor, so Africa has been receiving aids from Western countries. So they attach these kind of requirements for many of those aids. So if you do not do what they want you to do, the chance is something is going to happen to you financially, for example, politically, or even military. So it's part of the legacy. To understand that, we have to understand the world order created by the West during the age of European colonialism, and now we are in the age of post-colonial era. So that is also another problem too. So yes, in a way, that's because of imposition by outside powers. But as I said before, you can impose as much as you want. My prediction, however, is that in the end, Africans will still behave like Africans. There will be some change because of some pressure.
But I don't think that in the end, Africa is going to behave like Sweden or Norway or Italy or France. I think it's just wishful thinking. But you can still learn from them. By the way, they can also learn from you too. It goes either way. But again, you will be what you are in the end. And they will be what they are. The West will not become Africans, by the way, and neither will Africa become Western. You can impose on them as much as you like. But at the end of the day, it's the superficiality. But the deep substance is still the same in each of them. Alors, pour commencer, le docteur Baofou ne prend pas parti pour ou contre l'homosexualité. Ce qu'il dit, c'est que l'histoire et le colonialisme a beaucoup à voir avec la façon dont les pays occidentaux imposent l'ordre mondial qu'ils ont pu établir aux pays africains. Quand on prend l'aide-au-développement est souvent le lien, le biais par lequel les pays occidentaux imposent à l'Afrique et imposent de manière générale aux pays pauvres, parce que c'est la pauvreté et l'obligation de recevoir de l'aide qui permet à ces pays d'imposer leur manière de voir les choses, leur civilisation. Et voilà l'essence de ce qu'il dit. Mais pour conclure, il pense que ça ne va pas marcher parce que les Africains vont toujours agir comme des Africains à la fin. L'Afrique ne va pas devenir, ou les Africains ne vont pas agir comme les pays nordiques, comme la Suède. Ils vont toujours agir comme des Africains. L'Afrique pourra s'inspirer de certains modèles occidentaux, mais à la fin, la réalité de chaque communauté va rester sa propre réalité. Les nouvelles technologies à travers les réseaux sociaux, pour ne donner que ces exemples, nous servent des images, des sons, des modèles auxquels nos jeunes veulent forcément se ressembler. Est-ce que ce n'est pas une façon d'y aller formater les esprits? Has technology, through, for example, social media, become a way of formatting the mind so that people think the same way? Yes, technology has always been a major factor in the history of civilization, even starting from the very beginning of hunting and gathering. Again, there's some good thing about technology, there are also some bad thing about it. Take the case of nuclear physics. We understand nuclear physics, now we use that to create nuclear weapons. And we use that on Nagasaki and Hiroshima, the atomic bombs. But on the other hand, we also use that for some nuclear technology to create energy, for example. So technology can go either way. It's not the problem with technology, it's the problem with us. Who use technology? How do you use that? That is going to be the problem. So in the end, the question is not so much about technology. The question is about how are you going to use technology? And will they control our thinking? Yes. Technology is very instrumental in the way it teaches you how to think, by the way. And that is the problem with technology in a certain way. Yes, they help you to create a lot of solutions to a lot of problems, but on the other hand, it controls the way of thinking, which is very instrumental, the means to the end. And they don't question the end so much. You just look at the terrorists, they use the bombs, that's technology, and they can bomb the hell out of you. But do they question whether there's a good thing for them to do, to kill so many people? But the same logic. There are some major powers. They use technology, bombers, fighter jets, submarines, and all of that. And they bomb the hell out of other countries. In Iraq, in Afghanistan, in Somalia, in Mali, and all that, in Syria, in Yemen, and all that. Half of all those people, the refugees, have they ever
ask the question what they are doing, technology, in the name of technology. You see that? So it's not the problem with technology, it's the problem with us. We are the problem, not technology. We are the problem here. How are you going to use that? Alors, la technologie a toujours été importante dans l'histoire de l'humanité pour servir l'homme. Quand on prend par exemple la physique nucléaire, la physique nucléaire a été utilisée pour créer la bombe atomique qui malheureusement a été utilisée à Hiroshima et à Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la physique nucléaire a été aussi utilisée pour créer de l'énergie. Donc ça montre les deux facettes de la technologie. Mais l'essence de tout ça, c'est la manière dont l'homme utilise la technologie. C'est la manière dont l'homme utilise la technologie. Donc, au centre de tout ce qu'il dit, c'est l'homme. Est-ce que l'homme va utiliser la technologie pour contrôler les autres hommes, ou bien est-ce que l'homme va utiliser la technologie à d'autres fins? Il a donné les exemples. Le plus important, c'est ce qu'on veut faire à la fin. C'est l'humain, et il faut mettre l'être humain, c'est l'orientation que l'être humain va donner à la technologie qui sera au centre de ce débat-là. Alors, comment faire pour que nos jeunes qui ont aujourd'hui des Android, qui sont sur les médias sociaux, puissent avoir une pensée libre? How do we promote a world where differences are accepted? How can our little Africans, our little brothers, have their own way of thinking? Here is go back to the previous question, which I tried to answer, but maybe my publication is a bit too sophisticated for people to understand. So let me just repeat it one more time. It's exactly what I mean by authoritarian liberal democracy. How do you respect differences? What I'm trying to say is that the setting of a political system, in this case democracy, in the name of democracy, democracy becomes authoritarian because more and more democracy does not accept differences, is afraid of differences. They talk about differences, but they're afraid of them. In the US, for example, in the United States, nowadays you have some people, they talk about equality. Equality over here means that if a white criticizes a black, that's racism. But if a black criticizes a white, that's social justice. It's not okay for a white to say, I'm proud to be a white. That's racist. But it's okay for a black to say, we are proud to be a black. That's okay. It's enlightenment, it's empowerment. Now, do you accept differences when you talk like that? You don't. That means that you only accept who you are, the values that you advocate. But when someone do the same thing, you do not allow that. The second about a woman, nowadays in America, a woman, when they criticize a man, it's okay. But when a man criticizes a woman, that's sexist. Now, you talk about how do you respect differences. There's no respect here. Respect is one way only. You respect the other side. Nowadays, if you criticize a gay, a homosexual in the US, you are in trouble. You are homophobic. But on the other hand, a gay can criticize the straight. Their way of living, their way of doing things, their way of having sex is okay. It is sexual liberation. You see that respect is one way. Now, the Western way is always trying to impose their thinking on Africa, the previous question. They impose their values on you. Is it okay for you Africans to impose African way of life on the West? Is it okay next time you go to Sweden, you go to France, go to Germany, and you lecture the German Chancellor, you lecture the Swedish, the Nordish, or whoever, and all those people about your African way of life, and they should adopt your way of life. No. You listen to them, they don't listen to you. Their value is for you to adopt.
but your values are not for them to adopt. Now, is this respect or differences? That's called democracy. I'm saying that's exactly what I said. Democracy over time become more and more authoritarian. You see the problem over here. That's why democracy, as we understand, that will not last. Alors, Just one example, by the way. ce qu'il dit, au nom de la démocratie, on utilise la démocratie pour être autoritaire. Mais la démocratie craint les différences. Les systèmes démocratiques craignent les différences. Et quand on prend par exemple aux États-Unis, sur des questions, disons, raciales, quand un blanc critique un noir, il est automatiquement labellisé comme raciste. Quand un noir critique un blanc publiquement, c'est ok, ça passe. D'accord? Sur les questions, par exemple, des homosexuels. Aujourd'hui, quand un hétérosexuel critique un homosexuel, il est automatiquement labellisé comme homophobe, excusez-moi, il est labellisé comme homophobe. Mais quand un homosexuel critique les hétérosexuels, c'est accepté. Donc, tout revient vraiment à la notion du respect mutuel. Et cette notion de respect mutuel tend à disparaître. Le dernier exemple qu'il a donné, c'est vraiment, est-ce que par exemple, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la manière de penser, la manière d'agir, la culture européenne est imposée aux pays plus faibles, aux pays africains par exemple, est-ce que les Africains peuvent aller en Allemagne devant la chancelière, devant le peuple allemand, devant le peuple danois, imposer les cultures, la manière de faire des Africains? Il en doute très peu, donc c'est vraiment pouvoir imposer un respect mutuel pour arriver à cette fin-là. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais une dernière question rapidement. Comment promouvoir, docteur Peter Baofu, comment promouvoir un monde où le droit à la différence et la tolérance sont respectés? Dr. Baofu, we are practically at the end of this 1 hour show. This is the last question. How do we cultivate a common culture that allows and tolerates differences? The short answer is because of the time, we have to go beyond democracy and capitalism. We have to go into what I call post-democracy and post-capitalism, because democracy and capitalism have created all these problems that we have been talking about. And a lot of this problem is because of the democratic and capitalistic system that we have inherited. It's a short answer to a very complicated question. Alors, pour donner une réponse simple, concise à une question qui est très difficile à répondre, la réponse, c'est de dépasser la démocratie. C'est d'aller au-delà de la démocratie. Et il revient à cette théorie qu'il a développée, la théorie de la post-démocratie, de l'après-démocratie, où on va laisser libre cours à plusieurs courants de pensée. Merci. Post-démocratie et post-capitalisme aussi. Deux. Donc, post-démocratie et post-capitalisme. Merci, Inaboya, vous qui avez traduit les propos du docteur Peter Baofu. Je sais que ce n'a pas été un exercice facile. Merci beaucoup parce que vous avez permis à beaucoup de nos compatriotes de comprendre ce que disait docteur Peter Baofu, qui est auteur de plus d'une centaine d'ouvrages. C'est important. Merci d'être passé sur Cap FM. C'était le forum politique, vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, le forum politique qui a parlé de l'apologie de la pensée unique. Il faut laisser la pensée, il faut laisser s'exprimer la différence, la diversité, et c'est ce que nous retenons de notre invité
Peter Baofou, américain. Alors, Yena Bouya, vous avez quelque chose à dire rapidement? Non, je tenais juste à remercier le docteur Peter Baofou d'être venu au Bénin, d'avoir accepté notre invitation. Il est américain, il faut le dire. Hein. Il est américain, il faut le dire, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci, docteur Baofou. Merci bien. Thank you very much. Hein. Okay, thank you very much. Ok, merci beaucoup, Dr Peter Baofou. Nous sommes vraiment sur le forum politique où nous avons entendu plusieurs voix. Mesdames, Messieurs, prochain rendez-vous mercredi. Mais avant, je rappelle que dans ce studio, il y avait à la technique Jérôme Vossetien et Chabel Zissou. Au micro et en direct, Wilfried Daprassou Yenabouya nous a aidé à comprendre les propos du docteur Baofou Peter qui s'est exprimé en anglais. Il est américain. Prochain